Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Effroi et saisissement après le suicide par immolation d'un chômeur en fin de droit devant son agence Pôle emploi de Nantes. Le Premier ministre évoque sa très forte émotion. Le ministre du Travail, Michel Sapin, se rend sur place. Le mouvement national des chômeurs et précaires dénonce ce soir l'aggravation d'une situation humainement et socialement insupportable. Nous évoquerons ce soir la symbolique de cet acte d'une violence inouïe, mais de plus en plus fréquent en Europe. Et puis réunion de crise à Bruxelles autour du scandale de la viande de cheval. La Commission européenne demande des tests ADN pour tous les pays de l'Union et annonce un renforcement de la réglementation de l'étiquetage de la viande commercialisée en Europe. Notre invité ce soir, Xavier Belin, c'est le président de la FNSEA, principal syndicat de la profession agricole. Et puis cette question, la France pourra-t-elle tenir son objectif de réduction des déficits publics à 3% du PIB en 2013 ? Eh bien la Cour des comptes n'y croit pas vraiment en raison de la faiblesse de la croissance. Et le scepticisme gagne. Le gouvernement et son chef, Jean-Marc Ayrault, affirment ce soir que les 3% ne seront pas atteints. On en parle avec notre club d'éditorialistes du mercredi. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Beaucoup d'émotions et de réactions après l'immolation par le feu d'un homme de 43 ans à Nantes devant l'agence Pôle emploi. Jean-Marc Ayrault évoque sa très grande émotion. Ce chômeur en fin de droit avait envoyé un courriel à plusieurs médias locaux pour dénoncer sa situation et prévenir de son intention de passer à l'acte. Présent sur les lieux, les pompiers et les forces de l'ordre n'ont pas pu empêcher ce drame. Les faits avec Tam Tranui. Je vais me brûler à Pôle emploi. C'est par ces mots que dès lundi, il avait prévenu plusieurs médias locaux de son intention de passer à l'acte. Aujourd'hui, au milieu de la journée, un chômeur de 43 ans s'est immolé par le feu devant l'agence Pôle emploi de Nantes-Est. Un geste désespéré pour protester contre le rejet de son dossier par l'agence. Le demandeur d'emploi avait brièvement repris une activité en intérim sans la déclarer et se trouvait dans l'impasse. La personne est venue déposer une demande d'allocation, mais comme elle n'avait pas déclaré son travail et avait perçu des allocations chômage tout en travaillant, la réglementation d'assurance chômage impose une double peine, c'est-à-dire que non seulement on lui réclame les allocations trop perçues, mais en plus on prononce un rejet sur la période travaillée. Hier, l'homme avait averti Pôle emploi de ses intentions. L'agence assure l'avoir immédiatement recontacté afin de trouver les solutions possibles, puis avoir alerté pompiers et forces de l'ordre. Ces derniers, présents sur les lieux, n'ont rien pu faire pour empêcher le drame. Ce soir, Jean-Marc Ayrault a fait part de sa très forte émotion et déclaré que le personnel de Pôle emploi avait fait son travail. En août dernier, un chômeur de 51 ans s'était déjà immolé par le feu devant son conseiller Pôle emploi en région parisienne. Il avait également succombé à ses blessures. Et également dans l'actualité ce soir, cette question, la France pourra-t-elle tenir son objectif de réduction des déficits publics à 3% du PIB en 2013 ? La Cour des comptes en doute fortement en raison de la faiblesse de la croissance. Et ce soir, pour la première fois, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault affirme que, je cite, « nous ne serons pas à 3% en 2013 », mais il maintient qu'à la fin du quinquennat, ce sera zéro déficit. On l'écoute. Nous ne serons pas exactement... je le pense, aux 3% en 2013. Pour une raison simple, c'est que la croissance aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde est plus faible que prévu. Et en tout cas, l'objectif, je vous le rappelle, et il sera atteint, c'est notre cap, c'est l'équilibre zéro, le déficit zéro à la fin du quinquennat de François Hollande. Ce qui compte, c'est la trajectoire. Et même si le chiffre, le totem de 3% ne sera pas, semble-t-il, atteint, le gouvernement défend les efforts considérables, selon le mot de Pierre Moscovici, pour réduire le déficit. Et la question est de savoir où le gouvernement va-t-il aller dénicher ces économies, les pistes avec Joachim Robb. Une question, ou plutôt un casse-tête. Comment réduire les déficits? Le gouvernement étudie plusieurs pistes. Les dépenses de l'assurance maladie, les dépenses de l'allocation familiale et les retraites. C'est sur ces trois gros postes que le gouvernement va tenter d'aller chercher des économies. Les allocations familiales pourraient être soumises à l'impôt sur le revenu et accordées sous conditions de ressources. Reste à connaître l'efficacité de la mesure. Ça dépend jusqu'où vous allez descendre vos conditions de ressources, mais globalement,
il n'y a pas énormément. Vous voyez, là, on est en train de parler de 10 milliards d'euros par an à trouver. C'est pas uniquement avec cette piste-là que vous allez y arriver. Cette réforme des allocations familiales, Lionel Jospin, alors Premier ministre, l'avait envisagée avant de reculer sous la pression des associations qui montent de nouveau au créneau. Il y a des gens qui sont extrêmement riches qui n'ont pas besoin d'allocations familiales. Certes, mais après, quelle sera la variable d'ajustement? On ne peut pas comparer la politique familiale et la politique fiscale de notre pays. La politique familiale, c'est simplement une compensation de charges d'enfants. On ne peut pas tout mélanger. Autre piste envisagée, la réforme du quotient familial. Le gouvernement devrait annoncer avant l'été les solutions retenues. Réunion de crise ce soir à Bruxelles autour du scandale de la viande de cheval. La Commission européenne annonce une série de mesures pour plus de transparence, dont des tests ADN pour tous les pays de l'Union européenne, ainsi qu'un renforcement de la réglementation, de l'étiquetage de la viande commercialisée en Europe. Paris met aussi sous surveillance l'ensemble de la filière viande. Nous connaîtrons les premiers résultats de l'enquête demain et déjà le président François Hollande estime que l'affaire est grave. On voit tout cela avec François Goulin. Rassemblés à Bruxelles en urgence, les ministres de l'Agriculture des pays concernés par le scandale alimentaire ont fait part de leurs préoccupations. Plus vite nous résolvons ceci, plus rapidement nous pourrons rétablir la confiance dans notre système alimentaire et nos produits. Les ministres se sont mis d'accord sur deux pistes, un renforcement des contrôles ADN et une réglementation sur l'étiquetage de la viande commercialisée dans l'Union européenne. Le sujet sera débattu au sein d'un comité d'experts vendredi et inscrit au programme du prochain Conseil européen de l'agriculture le 25 février. En France, où de la viande de cheval a été trouvée dans des produits Picard et Findus, une enquête a été confiée à la répression des fraudes et devrait publier son rapport demain après-midi. François Hollande a jugé qu'il s'agissait d'une affaire grave et annoncé que des sanctions seraient prises à l'égard des responsables. Par ailleurs, les gendarmes ont continué l'inspection des sièges de Comigel et Spanghero, les fournisseurs en plats cuisinés, où des traces de viande de cheval ont été retrouvées. Après la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, c'est au tour de la Norvège et de la Suisse de retirer des rayons des plats de lasagne surgelés. Et notre invité ce soir, Xavier Belin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes le président de la FNSEA, principal syndicat de la profession agricole. D'abord, votre première réaction à ces premières mesures annoncées par Bruxelles ce soir. Des tests ADN seront demandés donc, sur la viande à tous les États de l'Union européenne. J'ai envie de dire qu'on va traiter la conséquence. C'est bien, il faut le faire. Allons-nous traiter la cause? Et la cause, c'est en particulier cette question sur laquelle nous butons, qui est de pouvoir mettre en place une traçabilité à l'échelle de l'Union européenne et en particulier évidemment un étiquetage pour l'information des consommateurs. Je dis que nous butons parce qu'on s'oppose notamment à deux directions de la Commission européenne, la DG Sanco et la DG Concurrence, qui pour des motifs d'ailleurs assez divers, la concurrence mettant en avant la libre circulation des marchandises, nous a toujours jusqu'à maintenant objecté le fait qu'on puisse étiqueter une viande quelle que soit son origine. La seule concession qui nous était accordée, c'était en 96 et depuis 96, épisode malheureux de la vache folle, où la France a mis en place un logo VBF pour le bœuf et VPF pour le porc, sur de la viande fraîche, mais qui ne peut pas aujourd'hui être appliqué sur de la viande transformée, d'où cette question de l'origine qui revient régulièrement dans nos discussions. La Commission annonce ce soir un renforcement de l'étiquetage, précisant surtout le pays d'origine de la viande utilisée. Alors pour l'instant, cet étiquetage, on va préciser, il n'est obligatoire que pour le bœuf frais et doit être étendu à partir de décembre 2014 à l'agneau, au porc et à la volaille. On l'espère. En tout cas, l'étiquetage est un renvoi évidemment à la question de la traçabilité. Et cette traçabilité, alors nous sommes persuadés aujourd'hui qu'avec les moyens informatiques, c'est parfaitement concevable, de l'animal donc à la ferme, de sa naissance, jusqu'à l'assiette du consommateur. On a les moyens de le faire aujourd'hui. Y a-t-il une volonté européenne? Nous allons le mesurer dans les jours qui viennent. Apparemment, il n'y en a pas. D'ailleurs, la FNSEA a moqué aujourd'hui la lenteur de la réaction de la Commission européenne. Oui, parce que ça fait des années que nous posons la même question. Et je veux dire que par rapport à l'excellence française en matière d'élevage, les viandes que nous mettons sur le marché aujourd'hui, avec tous les efforts qui ont été faits, nous pénalisent indirectement puisque nous avons des surcoûts liés à cette excellence
Et nous faisons rentrer par ailleurs des animaux ou des viandes qui, elles, ne souffrent pas des mêmes conditions. Il y a donc là un peu de poids de mesure. Ces mesures ne sont pas à la hauteur du scandale en tout cas, que nous connaissons. On ne peut pas être sur un marché unique européen avec des conditions de production ou des conditions de traçabilité qui sont différentes d'un pays à l'autre. C'est tout ce que nous disons ce soir. J'espère en tout cas que la pugnacité des ministres l'emportera et que, pour une fois, la Commission battra un peu en retraite et qu'elle mettra en avant une cause qui nous paraît beaucoup plus importante que la libre circulation et que le droit de la concurrence, qui est celui d'abord de la protection du consommateur. Même si dans cette affaire, il faut le rappeler, il n'y a pas de problème sanitaire en soi, il n'y a pas de vie en danger, il y a manifestement fraude et j'espère qu'on punira évidemment les fraudeurs. Parce qu'on entend les mots de psychose et d'autres choses, il faut bien préciser. Oui, alors évidemment, il ne faut pas non plus être opportuniste dans tous les sens. Mais François Hollande a évoqué une affaire grave. Oui, elle est grave parce que, alors, encore une fois, attendons demain. S'il s'agit véritablement d'un réseau, oui, l'affaire est grave. S'il s'agit d'un cas isolé et manifestement d'un fraudeur, il sera puni, il sera évidemment mis sous les verrous. S'il s'agit d'un réseau, c'est beaucoup plus embêtant. Ça veut dire qu'on peut passer à travers les mailles du filet comme ça de manière assez naturelle, assez facile. C'est ça ce qui est choquant, Xavier Belin. On verra s'il y a fraude, mais est-ce que selon vous, quand même, il n'y a pas eu des manquements, des carences de ces grandes firmes comme Findus et Picard, qui, elles, s'estiment lésées, on peut le comprendre à cette affaire, mais qui ont quand même laissé passer cela et ont acheté, excusez-moi du terme, de la camelote? Oui, la question est de savoir à quel niveau on effectue les contrôles et qui est responsable de quoi. Nous sommes là sur une chaîne, d'ailleurs ça a été dit par vous-même et par beaucoup de vos confrères depuis quelques jours. Quand on voit le circuit que font toutes ces viandes, c'est ubuesque. Bon, on se dit qu'il y a un moment on perd sa trace forcément. Donc il y a besoin de remettre de l'ordre. Et puis quand même, quand aujourd'hui on veut vanter une agriculture de proximité, quand on veut retrouver une relation avec l'origine, avec le terroir, enfin, on a envie de se dire, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Que voulons-nous? Est-ce que le prix doit être le seul marqueur? Est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens aussi de travailler? Est-ce que là aussi, les responsabilités avec les industriels, avec la grande distribution, ne sont pas mises en cause à travers cette affaire? En tout cas, c'est une question que je pose ce soir, parce que manifestement, à force de triturer, à force de presser l'ensemble des maillons de la chaîne, je finis par me demander si on n'est pas en train de créer des espèces de monstres. Vous dénoncez les failles d'un système agroalimentaire qui galope derrière la rentabilité. Parce qu'il est pressé. Vous savez, Chalmin nous a dit au mois de novembre une chose très simple. Aujourd'hui, un ménage français moyen dépense 11% de ses ressources dans son alimentation. Mais ce qu'il nous apprend de plus, c'est que sur 100 € de valeur alimentaire désormais, il n'y a plus que 7,80 € qui revient au monde agricole, aux paysans. On peut se dire quand même qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi à cette question-là. Dans la filière viande, ce sont des financiers. Nous sommes sur des marchés extrêmement ouverts et très concurrentiels. Pourquoi moi je fais partie de ceux qui nous battons depuis les années 90 pour éviter justement cette espèce de grand marché mondial où on n'y verra plus rien, où on échangera de l'alimentation comme on échange des voitures ou des ordinateurs. Et vous vous battez avec quoi? J'allais dire, excusez-moi du terme. Avec nos convictions, avec nos arguments, mais avec aussi, je l'espère, la conscience des consommateurs qu'on ne peut pas toujours tout ramener uniquement à des questions de prix, à des questions de ristourne. Il faut aussi de temps en temps mettre un petit peu de valeur sur ce que nous achetons, sur ce que nous consommons. Je pense qu'on est arrivé peut-être à un excès dans ce domaine-là, ce qui veut dire que dans toute la chaîne, depuis le producteur en passant par les collecteurs, les industriels, les coopératives, les distributeurs, il est peut-être temps qu'on se mette autour de la table enfin et qu'on se dise que dans cette espèce de fuite en avant, où toujours le prix le plus bas, où toujours la concurrence exacerbée, sans tomber dans l'excès inverse, je le répète, nous avons peut-être un peu mieux à faire entre nous et en tout cas reconsolider nos filières agricoles. Difficile de lutter contre l'implacable. Mais il faut le tenter. C'est pour ça que l'organisation des agriculteurs est un des fondements qui peut peut-être nous permettre dans ce domaine-là. Face à ce scandale, qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment vivent les petits agriculteurs cette histoire, les éleveurs? Parce que forcément, ça va rejaillir sur cette affaire, va leur porter préjudice. Ils sont atterrés parce que d'une part, vous le savez, nous dénonçons d'ailleurs un manque de compétitivité de la filière française régulièrement, parce que justement nous nous sommes dotés, nous, d'un certain nombre de dispositifs qui sont contraignants et donc qui sont plus coûteux par rapport à nos voisins. Mais malgré tout, il est temps peut-être maintenant de dire que ce que nous faisons en France, ça peut être transposé dans d'autres pays. En tout cas, c'est le vœu que je formule. J'espère que l'Union européenne va nous entendre sur ce sujet-là. Alors, dans une dizaine de jours, c'est la plus grande ferme de France qui va ouvrir ses portes. Oui, malheureusement, parce que depuis 3 ans... Non, je dis malheureusement parce que depuis 3 ans, dans le domaine des viandes, notamment, en tout cas des produits carnés, on sort une affaire 15 jours avant l'ouverture du salon de l'agriculture. Alors, je veux croire à un concours de circonstances, mais quand même, ça finit, moi, par m'irriter, tout simplement. Vous êtes en train de dire qu'il y a une convergence de faisceaux qui fait que... Mais vous savez, on se pose des questions. Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais l'année dernière, on a vécu avec cette histoire de halal pendant tout le salon. L'année d'avant,
C'était une campagne désastreuse d'une association de protection de l'environnement qui a jeté l'anathème sur l'agriculture française. On en a un petit peu marre, franchement. Enfin, alors que je vous assure qu'aujourd'hui, et en particulier sur l'élevage, d'abord les difficultés économiques sont vraiment d'un niveau qu'on a peu connu par le passé. Mais quand on voit aujourd'hui le niveau des contraintes imposées aux éleveurs, on se dit, mais dans quel monde vivons-nous? En tout cas, ce salon qui va ouvrir ses portes du 23 février au 3 mars, c'est le 50e anniversaire. Il est important pour vous de dialoguer justement directement avec le public, avec les consommateurs. Je crois qu'on en a besoin. On en a besoin parce que la confiance est quelque chose d'important et il ne faudrait pas qu'une affaire aussi malheureuse et aussi grave soit-elle vienne finalement entacher tout le savoir-faire, toute l'excellence française. En tout cas, c'est ce que nous allons essayer de montrer à travers ce salon et on attend probablement 750 000 visiteurs. J'espère qu'on pourra avoir ce dialogue nécessaire. Sur place. Alors Xavier Belin, vous avez parlé des difficultés des agriculteurs et des éleveurs, mais tout de même, avec la PAC, avec les agriculteurs européens, François Hollande a fait du bon travail, semble-t-il. Vous êtes satisfait ? Oui, alors nous avons dit deux choses. D'abord, au plan global, on a regretté évidemment que le budget de l'Europe soit en baisse parce que nous croyons, nous, en l'Europe. Vous savez que mais tout le monde souffre, sauf vous, puisque les aides européennes ont été préservées à l'agriculture. Je reconnais, et je l'ai dit moi-même dès vendredi soir, que le président français, dans la continuité d'ailleurs de ses prédécesseurs, s'est beaucoup battu pour défendre une PAC forte et donc un budget qui puisse convenir à cette PAC forte. Et alors, on ne va pas rentrer dans le détail technique parce que c'est très complexe, mais la France, oui, s'en sort bien sur le volet agricole dans cette négociation. Moi, j'en félicite le président parce que ça n'était pas gagné d'avance. Nous partions très loin avec un Royaume-Uni qui voulait tout simplement remettre en cause carrément la PAC, avec une Allemagne très hésitante. Ce soir, nous sommes plutôt rassurés. Pour terminer en un mot, ce salon de l'agriculture 50e anniversaire, il est placé sous quel signe cette année ? Justement, le signe de l'excellence, le signe de la qualité, le signe aussi de la proximité, parce que nous avons besoin justement de retrouver à travers le dialogue et à travers les produits que nous mettons en marché, tout simplement la confiance des consommateurs. Bien sûr. Merci beaucoup, Xavier Belin, d'avoir été notre invité. La suite du 22h dans un instant, notre club d'éditorialistes du mercredi soir. Mais d'abord, regardez tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Rebelote, ce soir les sénateurs ont rejeté l'article instaurant un bonus-malus pour les tarifs de l'énergie. Avec 208 voix contre et 139 pour, c'est de nouveau une alliance des communistes avec la droite qui a poussé au rejet de cet article. Le texte sur la tarification progressive de l'énergie continue donc son parcours chaotique. En octobre déjà, la droite et les communistes du Palais du Luxembourg y avaient fait barrage. Le gouvernement a donc proposé un texte profondément remanié, voté à l'Assemblée le 18 janvier dernier. Il risque de nouveau de ne pas passer au Sénat, mais cette fois, les députés auront le dernier mot. La présidentielle de 2017 est encore loin, mais pour Alain Juppé, Nicolas Sarkozy y penserait déjà. Entre lui et vous, qui a le plus de chances d'être le prochain président de la République de 2017 ? Absolument. Et le plus en vrai, oui. C'est sans doute lui. Oui. Sans doute lui, Nicolas Sarkozy, parce que selon le maire de Bordeaux, l'ancien président reste vigilant, se tient informé de tout et reçoit beaucoup de visiteurs. En tout cas, à défaut d'entendre le principal intéressé, son entourage se charge bien d'entretenir l'image de l'homme providentiel. 5 milliards d'euros, le montant des pertes de PSA en 2012 est historique. Pour Philippe Varin, le président de l'entreprise automobile, ces mauvais résultats reflètent la situation du marché européen, dont le groupe est très dépendant. Il reste toutefois optimiste sur les perspectives de 2013. Ce qui est important, c'est que dans cette année extrêmement difficile, nous avons construit les fondations sur lesquelles va s'appuyer notre rebond industriel et commercial. Nous avons eu des lancements réussis. La 208 de Peugeot est un succès. Puis sur les hybrides, nous sommes aussi, avec une technologie lancée il y a un an, en deuxième place au niveau européen. Le constructeur automobile prévoit de supprimer 11 000 postes entre 2011 et 2014 en France et de fermer le site d'Aulnay-sous-Bois. Plus de peur que de mal à Tchernobyl, où un toit et un mur de la centrale accidentée en 1986 se sont partiellement effondrés aujourd'hui sous le poids de la neige. Pas de blessés ni de hausse de la radioactivité selon le service de presse de la centrale. Mais par mesure
mesure de précaution, les groupes Bouygues et Vinci ont évacué leur personnel. Près de 80 personnes construisent actuellement un nouveau sarcophage destiné à recouvrir la chape existante. De la révolution à la crise politique actuelle, la Tunisie et ses mutations à travers son drapeau, c'est le regard de Selchouk dans Le Monde aujourd'hui. Et comme tous les mercredis, notre club d'éditorialistes avec nos invités que je vous présente avec grand plaisir. François Dorcival de Valeurs Actuelles. Bonsoir François. Bonsoir Sonia. Bienvenue avec nous également Claude Veil du Nouvel Observateur. Bonsoir Claude. Bonsoir Sonia. Notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud est là, présent, fidèle. Merci. Bonsoir Jean-Louis. Et notre dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, nous allons d'abord parler de cette immolation d'un chômeur, donc suicide d'un chômeur en fin de droit, devant le Pôle emploi de Nantes. Le Premier ministre a fait part de sa très grande émotion. Michel Sapin s'est rendu sur place. François Dorcival, ce soir, c'est l'effroi et le saisissement d'abord, oui, devant le geste. Sûrement. Effroi, saisissement, l'épreuve pour, naturellement, la famille de cette victime, en pensant à la victime aussi, et je pense également au personnel de Pôle emploi, comme d'autres fonctionnaires de Pôle emploi cet été avaient été saisis aussi par une affaire semblable, parce que ce sont des gens qui font leur métier, qui respectent la loi, qui le font très humainement. Et donc, on ne peut rien dire d'autre que sa compassion pour les uns comme pour les autres. Les réactions politiques, il y en a, sont mesurées et prudentes ce soir, Claude Veil. Mais on entend quand même des responsables évoquer une situation générale préoccupante. Ce geste dramatique a aussi une forte dimension politique. Alors, ne pas surinterpréter un drame individuel, un geste, donc on ne peut pas plonger dans la psychologie, les tréfonds de l'âme de cette personne, un homme de 43 ans, je crois. Un drame individuel a toujours une part d'inexplicable. Mais évidemment, ce qui fait résonance, c'est que ce drame survient dans un contexte particulier qui est celui de la montée continue du chômage, des délocalisations en cascade des usines qui ferment, etc. Et surtout du sentiment d'impuissance. Je dirais du sentiment d'impuissance que ressent l'opinion publique face à ce drame lancinant du chômage qui depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans résiste à tous les traitements, à toutes les politiques, et dont les Français, qui renvoient aux Français un sentiment d'impuissance publique, d'impuissance du politique, et le sentiment d'une France en train de se déclasser. Je crois que c'est pour ça que cette mort horrible, au-delà du drame individuel, on ne va pas surinterpréter, fait un écho dans l'opinion. Permettez-moi, c'est quand même un passage à l'acte d'une violence inouïe, mais que l'on constate de plus en plus en Europe. Il y a eu des immolations publiques en Italie, en Espagne, il y a quand même un aspect protestataire, on expose au monde son désespoir. Il ne faut pas faire une lecture peut-être trop précise, mais... Claude a raison de dire qu'on ne doit pas surinterpréter. Mais il y a un climat que vous avez décrit qui est là. Ce climat, c'est en effet celui de la dégradation permanente d'une situation donnée. C'est le défilé de tous ceux qui sont menacés de suppression d'emploi, de licenciement, donc l'accumulation des plans sociaux. Et au fond, tous ces syndicats qui ont fait l'élection de François Hollande. Ils ont fait l'élection de François Hollande en se disant, on se débarrasse de la droite, on va avoir la gauche, donc les choses vont aller mieux. Et ils constatent aujourd'hui que non. Et donc il y a en effet, dans la société française, un climat actuellement désespéré. Oui. Jean-Louis Gombaud, on l'a vu hier, manif des professeurs, colère chez Goodyear, perte aujourd'hui abyssale chez PSA. On a l'impression d'une instantanéité de toute une série de problèmes et de conflits. Alors, n'oublions pas quand même, parce que ce dont on parle de beaucoup, ce sont de ces plans sociaux. Et par rapport au drame du chômage qu'on vient de voir, les plans sociaux ont un rôle assez minime. Les entrées au chômage, les plans sociaux ne sont responsables que de 3% des entrées au chômage. La masse de l'augmentation du chômage, c'est les fins de CDD, les gens qui arrivent à une fin de contrat à durée déterminée et qui se retrouvent au chômage. Cela dit, les plans sociaux sont tellement spectaculaires qu'ils ont eux aussi une portée politique considérable, évidemment, parce que c'est ce que l'on voit. Ce petit chômeur qui était là depuis maintenant plus de 2 ans qu'il était au chômage, bon, ben, il était un chômeur anonyme. Là, les plans sociaux, c'est plus du tout anonyme, c'est quelque chose de massif. Alors je voudrais dire que sur la question, par exemple, de PSA,
Quand on regarde les pertes de PSA, on parle des 5 milliards de pertes. Mais en fait, le chiffre important, à mon avis, n'est pas les 5 milliards, c'est plutôt, ça c'est les pertes globales qui sont dues à une restructuration du bilan, mais la vraie perte, c'est les pertes d'exploitation. Et quand on regarde, c'est-à-dire le fait que Peugeot, à chaque fois qu'il vend une automobile, il perd 1 000 euros. C'est-à-dire, et c'est là où on voit à quel point le problème pour lui est extrêmement grave. Il vend une auto, il perd 1 000 euros. Et quand vous regardez les différents plans de restructuration, c'est justement pour regagner ces 1 000 euros. Quand vous regardez le plan de Renault, l'idée pour lui, son plan de restructuration, il n'y aura pas de plan social, mais enfin ça revient quand même quelque part un peu à ça, eh bien c'est justement pour faire baisser le coût de chaque automobile de 1 000 euros. Monsieur Varin disait tout à l'heure, à sa conférence de presse, entre une automobile que je produis, la même 208 que je produis en Slovénie, et il y a 1 000 euros. Il y a ces 1 000 euros qui sont vraiment le déficit structurel de l'automobile française et qu'on n'arrive pas à rattraper. Alors justement, ce cas très important de PSA, Claude Veil, pour PSA, Peugeot Citroën, les pertes sont abyssales. Vous venez de le rappeler, Jean-Louis, et le gouvernement exclut pour le moment d'y mettre son nez, estimant que c'est au groupe d'assumer ses choix. Ça tombe bien parce que le même Philippe Varin, tout à l'heure aux 20h de France 2 aussi, n'attend pas du tout une aide de l'État. L'État a aidé Peugeot à traverser une phase très difficile au moment de la crise de 2008-2009, mais personne n'attend en effet aujourd'hui à l'État qu'il mette la main à la poche pour renflouer Peugeot. Peugeot a sa propre feuille de route pour le rétablissement des comptes publics, mais de toute façon la crise de l'industrie automobile, elle est là. C'est une crise générale de l'économie de l'industrie automobile en Europe et particulièrement en France parce que la France était très tournée vers le marché méditerranéen. On vendait beaucoup en Italie, en Espagne, qui sont les pays les plus affectés par la crise et la baisse du pouvoir d'achat. De mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises sous le regard de Jean-Louis qui sait ça mieux que moi, je crois qu'en 10 ans, l'industrie automobile française a perdu 1/3 de son marché. Et, c'est pas un hasard, 1/3 de ses salariés. Voilà. Donc ça s'appelle perte de compétitivité. Ça veut dire que depuis 10 ans, la France est en train de se faire éjecter de la compétition qu'est la mondialisation. La mondialisation est une bataille économique internationale dans laquelle la France a perdu des parts de marché, a perdu bataille après bataille. Mais oui. Nous l'avons fabriquée, cette crise, nous, Français. Nous l'avons fabriquée. Nous avons retardé les adaptations. Nous avons retardé les restructurations. Et donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui de la situation qui est celle de Peugeot. Je rappelle que Peugeot, PSA, Philippe Varin, qui est à la télévision aujourd'hui pour annoncer ses résultats catastrophiques, se faisait engueuler publiquement par le ministre de l'Industrie du redressement productif il y a 6 mois, il y a 8 mois, en lui disant ce que vous faites, mais bien sûr, ce que vous faites est inadmissible, inacceptable, ça n'est pas possible, etc. J'ajoute que maintenant, ce sont aussi les tribunaux qui sont emparés, parce que les tribunaux interdisent à Peugeot PSA de restructurer. Plus on tardera, plus la situation sera une parenthèse, regardez la solution. Jean-Louis, ils n'interdisent pas, ils ont simplement repoussé l'application. Ça revient au même, Regardez, bien juste sûr, une parenthèse. Vous avez raison, Jean-Louis. Regardez la caricature d'Hervé Baudry, c'est une solution. Hein. Le Qatar à la rescousse après le PSG, le PSA, il suffit de changer une lettre. Mais ça se termine comme ça aussi. Hein. Et il arrive. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il faut attendre de l'accord signé entre les partenaires sociaux une fois devenu loi? Est-ce qu'il permettra d'anticiper de telles situations, puisqu'on parle des plans sociaux? C'est un virage. Un virage il y a eu du virage. Non, un virage ne préjuge pas. Un virage, pas du tout. Un virage ne préjuge pas de la trajectoire qui sera suivie derrière. Mais assouplir la gestion des effectifs. En gros, c'est ça l'accord. Appelons-le CFDT-MEDEF. Agir sur la compétitivité des entreprises par la restitution du crédit impôt compétitivité. Ça, c'est des remèdes de fond. Ça, c'est des remèdes qui peuvent enrayer cette dégradation constante de la compétitivité que j'évoquais tout à l'heure, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faudra 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est surtout créer les conditions pour que la France monte dans le train si la croissance en Europe revient. D'ici là, qu'elle monte dans le train, Jean-Louis Gombault et François Darceval ont l'air sceptiques. Ah, pas du tout. Ah bon? Le problème, le scepticisme, est-ce que c'est pas trop tard? Mais évidemment, ça va, je pense, dans le bon sens, bien sûr. Mais Obama, comment a-t-il sauvé General Motors? General Motors, ça a mis 3 ans. Ils étaient en perte, ils étaient en faillite. Et aujourd'hui, ils sont en bénéfice de 10 milliards de dollars. Quand il est rentré dans General Motors, il a restructuré, il a licencié, etc.
Exactement. C'est-à-dire que le point central de l'argumentation d'Obama, ça n'était pas « je vous empêche de restructurer », c'est « je vous oblige à vous restructurer. S'il faut fermer des usines, vous fermez ces usines, vous licenciez, mais au moins vous allez vous redresser. Combien d'usines, Jean-Louis, pour 20 sites industriels General Motors ont fermé aux États-Unis. Absolument. Et aujourd'hui, c'est General Motors qui, d'une certaine façon, devient le partenaire de Peugeot. Alors, 7% du capital. Autre thème, le réalisme en politique, il revient. Après la remise du rapport de la Cour des comptes, le gouvernement n'a pas attendu longtemps pour annoncer une prochaine révision de la croissance et pour dire ce soir, par la voix de Jean-Marc Ayrault, que non, nous n'atteindrons pas les 3%. D'ailleurs, qui s'en préoccupait, François Dorcel? Est-ce que les Français, vraiment, ils sont attachés à ce totem, à ce symbole? Ah non, mais le gouvernement, oui. Mais bien sûr, le gouvernement le répétait tous les jours. Pourquoi le répétait-il alors que il savait, puisqu'on le lui disait, qu'il suffisait souvent de lire les instituts de conjoncture et les journaux pour savoir que ce ne serait pas... Et de nous écouter ici à 22h avec Jean-Louis Gompon, le répéter tous les soirs. Mais naturellement, pourquoi s'arc-boutait-il là-dessus? Il y a des motifs à ça. C'est ce qu'on appelle la politique de la confiance. À partir du moment où vous annoncez un chiffre et que ce chiffre n'est pas tenu, ceux qui sont vos créanciers, à qui vous empruntez tout de même 500 millions d'euros par jour, ceux-là ne sont plus tentés de vous faire confiance. Or, jusqu'à présent, on a dit on tiendra les 3%. On a bien fait de le dire, le gouvernement, il est là justement pour susciter la confiance des marchés internationaux et de l'opinion française. Les messages qu'envoie le pouvoir politique, évidemment, ont une importance déterminante dans ces affaires-là. Si le gouvernement avait dit, vous savez... on va essayer de faire 3%, mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ça aurait été un message catastrophique. Non. Ce qui dit aujourd'hui, c'est on prend en compte la réalité. Je ne suis pas l'avocat du gouvernement, comme vous le savez, mais on prend en compte la réalité. On voit bien, en effet, que compte tenu du contexte économique et du fait que les objectifs de croissance 2012 seront pas, 2000 et probablement 2013 ne seront pas tenus, on ne pourra pas atteindre les 3,5%. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est pas grave, on laisse filer. Parce que vous savez bien qu'il y a en France une énorme tentation de ce type. À l'intérieur du Parti Socialiste, y compris à l'intérieur du Parti Socialiste, il y a beaucoup de gens et des économistes qui plaident en disant mais après tout, arrêtez cette austérité insupportable qui est en train de nous tirer vers le fond, laissez filer les déficits. Là, je pense que le gouvernement enverrait un message gravissime s'il disait bon ben c'est pas grave, on laisse filer. Parce que là, la sanction des marchés, les fameux marchés dont on parle plus depuis quelques mois, la sanction serait immédiate. Pourquoi François Hollande n'a-t-il pas été suivi dans sa défense du maintien du budget européen et qu'au contraire Merkel est allée avec Cameron? Parce que les Français ont la réputation en Europe de ne pas faire ce qu'ils disent, tout simplement. Justement, c'est pour ça que Hollande est obligé verbalement, autant qu'il le peut, de dire oui, nous nous battons sur le front des déficits, oui, nous allons, même si nous n'arriverons pas à 3%, nous allons essayer de tangenter les 3%, et de toute façon, nous ne nous abandonnons pas au déficit. C'est ça qui est important. En tous les cas, ce soir, l'enterrement de l'objectif à 3%, Jean-Louis Gompon, n'a pas affolé les marchés. C'est une bonne nouvelle. Non, parce que, comme dit Dorcival tout à l'heure, on est sur non, mais tout le monde le savait avant. On voit bien qu'on est sur un cycle vertueux, même si tout le monde aimerait sauter 2,40 mètres en hauteur, on ne va pas y arriver. Mais on est sur un cycle vertueux, et comme le dit la Cour des comptes, quand même, la baisse des déficits a été quand même spectaculaire. Oui, d'accord, mais la Cour des comptes dit aussi, et c'est pour ça qu'elle dit vous ne pourrez pas respecter, elle dit aussi vos économies de dépenses publiques ne sont pas là. Exact. Alors, il y a aussi le fait qu'ils disent tout cela, M. Moscovici, le Premier ministre, et également quand même François Hollande qui a dit l'objectif des 0,8% ne sera pas tenu, parce que demain, 8h45, vous allez avoir le chiffre de l'INSEE sur la croissance du quatrième trimestre 2012 qui sera très mauvais. Et vous aurez sans doute moins 0,2 pour le quatrième. Donc, ce qui fait que la croissance 2012 sera en gros de 0. Et donc, la croissance 2013 ne pourra manifester. Ça crèvera les yeux que les 0,8 sont impossibles et donc que les 3%. Donc, à la veille même de ce chiffre qui sera publié demain matin, eh bien, on est quand même obligé, pour ne pas avoir l'air ridicule demain à midi, de dire les choses telles que tout le monde les pensait. Mais qu'est-ce que c'est l'écart de 0,8 d'un certain nombre de dixièmes de pourcent? Tout ça, ce sont des milliards de recettes fiscales qui ne rentreront pas. Parce que ce ne sont pas des chiffres complètement abstraits. Ça se traduit toujours par des milliards qui rentrent ou qui ne rentrent pas. Quand la croissance n'est pas là, ils ne rentrent pas. Pour réduire les déficits, on n'a toujours pas trouvé d'autre solution que d'augmenter les impôts ou réduire la dépense. Le gouvernement a poussé à fond sur le curseur augmentation des impôts et probablement
et le prédécesseur a bien commencé, je vous le rappelle, probablement on a sous-estimé l'effet récessif des hausses d'impôts. Le gouvernement craignait beaucoup l'effet récessif des baisses de dépenses publiques. Et c'est Claude Veil qui le dit ce soir. Oui, bien sûr. Il est probable, mais évidemment que lorsque vous piquez du pouvoir d'achat aux gens, ça se retrouve d'un certain moment, dans la comptabilité publique. C'est que la Cour des comptes, avec son rapport, a agacé l'exécutif. Écoutez ce qu'en dit le ministre Jérôme Cahuzac, c'était ce matin sur France Inter. Elle joue un rôle de plus en plus important, je le crois utile au pouvoir public, mais le point que vous soulevez est d'importance. Ouais. Car la Cour des comptes est parfaitement légitime pour juger de l'efficience, du coût de politiques publiques menées. Est-elle dans son rôle en indiquant ce qu'il faudrait faire, en lieu et place d'un gouvernement investi par le Parlement ou par la représentation nationale, en lieu et place de députés élus au suffrage universel? C'est un problème que chaque magistrat de la Cour a peut-être à se poser. En ce qui me concerne, je ne fais aucun reproche, bien sûr. Ça fait beaucoup sourire François Dorcival. Mais qui a demandé et à qui l'état des finances publiques au moment où il a pris le pouvoir? Monsieur François Hollande, Monsieur Jean-Marc Ayrault, qui s'est adressé à qui? À Monsieur Didier Migaud, qui appartient quand même à leur parti. Qui agace les socialistes, c'est le trouble fait, le poil à gratter aujourd'hui. Oui, mais parce qu'il dit la vérité. D'autant plus agaçant qu'ils ne se contentent pas de dire il faut réduire la dépense publique, ils disent où. Parce que, comme vous savez, les politiques depuis 30 ans disent oui, il faudrait évidemment, mais c'est très compliqué, c'est très difficile, on est sur l'os, on ne peut pas, etc. Et eux, ils disent mais si, regardez, là, on dépense beaucoup trop là-dessus, les doubles emplois dans l'administration territoriale, etc. Ça fait des années qu'ils listent les dépenses improductives. Regardez ce qu'en dit Hervé Baudry dans ce troupeau d'éléphants. Gaffe, voilà Migaud qui passe pas inaperçu, mais c'est étrange. Le même homme, Didier Migaud, était très apprécié de ses camarades PS quand il épinglait à l'époque les politiques sarkozystes. Et aujourd'hui, on lui trouve moins de charme. Alors voilà ce qu'en disait à l'époque Guillaume Bachelet. Il disait de lui que c'était l'Elliott Ness des finances publiques, ou encore Aurélie Filippetti. Il a des qualités humaines très rares, mais depuis, il a un petit peu perdu son charme, on dirait Jean-Luc Gombault. Oui, mais je comprends mal pourquoi. Parce qu'en réalité, quand vous lisez le rapport... quand on vous critique, vous n'aimez pas la personne qui il ne fait pas que critiquer. C'est surtout ça qui est retenu, mais ce n'est pas que ça. Parce que dans le rapport, il est bien marqué qu'effectivement, il y a un dérapage du déficit conjoncturel, mais qu'il y a une réduction du déficit structurel. Et donc, il rend un certain hommage, si je puis dire, un compliment en tout cas à l'équipe actuelle, en disant que c'était ce qu'on appelle le déficit structurel, c'est l'évolution du déficit indépendamment des mouvements de la conjoncture. Or, il dit que le déficit structurel se réduit. Alors bien sûr, il dit que ça ne va pas assez vite, qu'il faut tailler dans un certain nombre de dépenses, mais je trouve que le rapport est assez bien balancé. En tous les cas, je vous rappelle que dans sa conférence de presse, François Hollande, moi je serais François Hollande, je serais ravi du rapport de la Cour des comptes. Et je remercierai Migaud 2 fois. Vous avez des ambitions pour 2017? Mais non, j'ai pas d'ambition, je vous rappelle quand même que c'est l'objectif officiel du gouvernement. François Hollande, dans sa conférence de presse, a dit d'ici les prélèvements, la dépense publique a augmenté de 5 points sous Sarkozy, il faut revenir 5 points en arrière. 5 ans en arrière et 5 points en dessous. Il faut pour ça économiser 50 milliards d'ici 2017, plus 10 pour payer le crédit impôt compétitivité, ça fait 60. C'est une entreprise herculéenne. Et je pense qu'il aura bien besoin de l'aide de la Cour des comptes s'il veut atteindre cet objectif. Et là, je suis d'accord. Ne soyons pas naïfs. Évidemment, la Cour des comptes sert à mobiliser l'opinion, à expliquer. Elle sert aussi à dire ce que le gouvernement ne veut pas dire, même s'il prend des attitudes à son Didier Migaud est intraitable avec les siens, comme l'était Philippe Séguin, qui agacait prodigieusement les siens. C'est l'indépendance de la rue Cambon. Oui, mais ça sert toujours. La Cour des comptes fait la pédagogie. Pour la gratter un jour, pour la gratter toujours. C'est leur devise. Eux disent le nécessaire. Et selon une définition d'un politique dont j'ai oublié le nom, la politique, c'est l'art de rendre possible le nécessaire. Voilà, maintenant au gouvernement de faire les choses. Regardez ce qu'ils vont devoir rendre possible avec Hervé Baudry, les collectivités. Moi, j'ai une technique, c'est qu'il faut regrouper en fait en un seul véhicule les cars de ramassage, les camions de pompiers, les camions de déneigement. Tout ça, c'est un coût. Donc on va essayer d'inventer un nouveau véhicule. Électrique, naturellement. Attention, ils peuvent vraiment trouver votre idée intéressante, ça m'inquiète. Faut breveter. François, oui. Je voulais simplement pour revenir un dernier mot sur la Cour des comptes. Quand Philippe Séguin prend la tête de la Cour des comptes, c'était en 2004, la gauche proteste. Et voilà ce que dit François Hollande. Jacques Chirac recycle les anciens dignitaires du RPR et pourtant en 5 années, Philippe Séguin aura démontré son indépendance, multipliant des rapports souvent sévères pour ses anciens amis politiques. Vous savez,
Ça ne Vous change avez pas. entendu combien la gauche a martelé, matraqué ce pauvre Sarkozy pendant 5 ans. Eh bien, c'est Nicolas Sarkozy à qui nous devons la nomination de M. Didier Migaud. Oui, en Voilà, tant il que... ne pouvait pas se tromper tout le temps. C'est une belle conclusion. Alors, messieurs, comme tous les mercredis à présent, notre revue de presse, les hebdomadaires que vous allez retrouver demain dans vos kiosques, les voici. On va commencer avec Le Point et évidemment cet événement mondial, vous allez le voir, un pape historique. Il a osé la nouvelle garde de l'Église, la révolution en marche. François d'Orcival, oui, ça vous a surpris comme tout le monde. Ah, naturellement, oui, oui, bien sûr. Mais, et ça Et nous comme a tout le fait monde, vous saluez instantanément son travailler courage aussi. Et vous dites respect? Respect devant l'humilité, devant le sacrifice, oui. L'Express aussi, Benoît XVI, les secrets d'une démission. Comment cette décision a été prise dans ce théâtre d'ombre et ce lieu irrationnel qu'est le Vatican, Claude Veil? Je dirais, paraphrasant Frédéric Lenoir, qui est beaucoup plus expert de ces choses que moi, que c'est peut-être l'acte le plus important qu'est posé Benoît XVI dans son pontificat. Parce que la symbolique est extraordinairement forte. Un journal italien titré « Il descend de sa croix ». C'était une référence à Jean-Paul II qui avait souffert jusqu'à la dernière minute en disant « Il ne m'appartient pas, moi, de descendre de ma croix. Seul Dieu peut décider de mettre fin à mon mandat. » Là, d'une certaine façon, il arrache le mandat des mains de Dieu. Il décide de lui en tant qu'homme. Claude, précisément parce qu'il a accompagné le calvaire de Jean-Paul II jusqu'au bout. Et qu'il a bien vu... l'antagonie. Il ne voulait pas laisser l'Église suspendue à la vie d'un homme. Chez ce pape qu'on disait conservateur, un acte d'une vraie modernité. Je trouve que c'est une petite... Et les valeurs actuelles qui titrent sur les secrets d'un adieu avec sa phrase « Je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de mon âge, ne sont plus aptes à exercer, etc. etc. » Il l'a dit en latin et la première qui a tweeté, c'était une journaliste italienne qui a obtenu un scoop mondial comme quoi il faut peut-être apprendre le latin. Eh oui, oui. Ça fera du bien. Oui. Et Twitter. Et on finit avec le Nouvel Observateur qui titre sur tout à fait autre chose, la vérité sur le cholestérol. Voilà un gisement d'économie publique. Il n'était pas dangereux, les millions de personnes qui ont fait avaler tous les jours des statines dont on n'est pas du tout sûr qu'elles aient une quelconque utilité du point de vue médical. Contre le cholestérol, la viande de cheval, c'est très bien. C'est à lire dans le Nouvel Observateur. Merci beaucoup, messieurs. On finit avec le dessin d'Hervé Baudry et François Hollande qui veut aller au Vatican. Un petit peu tard pour rencontrer Benoît XVI. Malheureusement, il a fait une blague. Il ne peut pas s'en empêcher. C'était de l'humour, François d'Orcival. Monsieur, petite blague pour dire que la France n'avait pas de candidat. Enfin, je dois dire que ça a un peu... Ça vous a choqué? Choqué, mais ça a révolté les fidèles, tout simplement parce qu'ils y ont trouvé du mépris. Et c'est inutile. On rappelle que c'est une blague. C'est un peu fort, mais je ne suis pas sûr que ce soit sa meilleure blague. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Tout de suite, sur Public Sénat, votre émission Déshabillons-les. Je vous souhaite une belle soirée. À demain, avec plaisir. Le gouvernement qui est issu d'une candidature de M. Sarkozy, tout le monde se souvient que l'intéressé allait dans les usines, il prenait la voix de Jean Jaurès, mimait presque les accents de la CGT. Mais les usines, il les a abandonnées pendant son mandat. Et aujourd'hui, nous contemplons les dégâts sur les territoires. Donc la question, c'est quelles sont les solutions ? On allait voir ce qu'on allait voir, mais un an après les discours de campagne, le PS bute à son tour sur le sujet brûlant des fermetures d'usines. Alors quel message a succédé à ce volontarisme de la campagne? Comment s'expliquent les couacs et les changements de discours et quelles stratégies de communication ont choisi les têtes de l'exécutif face aux cascades de fermetures d'usines? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Arnaud, Jean-Marc et François en pompiers du Made in France. Avec nous, 4 invités. Guy Alvez, communicant de l'agence Big Malion.
Philippe Lenchener, communicant également proche d'Arnaud Montebourg, est chargé par le gouvernement d'une mission Marque France pour valoriser, comme son nom l'indique, la marque France. Elsa Fresnay, journaliste politique aux Échos, vous avez suivi les épisodes à rebondissement des feuilletons Florange, PSA, Petroplus et j'en passe. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission, pour analyser ces discours. Des discours conçus pour rassurer et redonner l'espoir, mais qui parfois vieillissent mal, comme certains des discours du candidat Hollande, un candidat qui avait, on s'en souvient, tenu à réaliser un certain nombre de déplacements dans des usines menacées de fermeture, par exemple Petroplus en janvier 2012. Il y a une urgence financière qui doit, je l'espère, aboutir à ce qu'une ligne de crédit soit enfin consentie. Il y a une deuxième urgence, qui est l'urgence industrielle. Il doit y avoir un opérateur, Petroplus, je ne sais pas, un autre. C'est à l'État de le rechercher, et ça sera notre responsabilité, je l'espère, à partir du mois de juin, mais il n'y a pas de temps à perdre. Il faut qu'il y ait un opérateur qui investisse sur le site. Ah, des mots très forts, hein. Ce sera notre responsabilité. Et quelques semaines plus tard, à Florange, il reprend l'idée avancée par les syndicats, l'idée de nationalisation temporaire. On l'écoute. Il est un peu plus de 12h30. Le candidat socialiste arrive sur place tel une star de rugby dans une mêlée. Non sans difficulté, il réussit à se rendre avec les représentants de l'intersyndicale sur une scène improvisée. Le message est clair, il n'est pas question pour lui de laisser tomber les salariés de Florange et d'Hayange. Il faut qu'une loi soit très rapidement adoptée pour traiter ces situations. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. La solution, ça suppose d'abord de faire pression sur Mittal pour qu'il réouvre le plus vite possible les hauts fourneaux. La solution, c'est si Mittal ne veut pas garder cette activité, qu'il la cède à ce moment-là à un repreneur qui puisse la faire vivre. Des solutions, c'est Ulco, ce projet de grande modernisation qui va permettre de faire travailler ce site. La solution, c'est d'avoir confiance dans l'industrie sidérurgique et de la soutenir dans la durée, et pas simplement lorsqu'il y a une difficulté. Voilà, la solution. Le problème, c'est que toutes ces solutions égrenées par le candidat n'ont pas été mises en œuvre, hein, ce qui a amené, on s'en souvient, en décembre, à l'annonce de la fermeture définitive des hauts fourneaux. Du coup, les ouvriers lui reprochent ses promesses de campagne. Alors, question, ces promesses étaient-elles imprudentes et a-t-il eu tort de tenir ses propos avec le recul, Guy Alvez? On est dans le cas classique du discours de campagne électorale qui, dans la durée, va se confronter au discours de réalité du quotidien. La vraie question, est-ce que François Hollande pouvait tenir un autre discours à ce moment-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il intéresse sa campagne. C'est-à-dire s'il était allé à Florange ou à Petroplus pour dire je ne peux rien faire pour vous, on se souvient de 2007 et de 2007, pardon. De 2002 et de Lionel Jospin. Donc on est en face d'un vrai sujet pour les hommes politiques qui était soit le discours de franchise, soit un discours de l'instant. Et c'est vrai que pendant les campagnes électorales, l'efficacité et l'obligation de résultat priment sur cette espèce d'obligation d'honnêteté intellectuelle et de pédagogie. Le temps ne le laisse pas à la pédagogie. Donc ils sont obligés de faire au plus vite et au plus efficace à l'instant, mais le temps se rappelle à eux très très rapidement. Voilà, quitte à le payer au prix fort. Oui, Philippe Lenchener, vous êtes d'accord? En fait, il y a deux possibilités, on n'a pas le choix, et donc pour être efficace, il faut dire... On va dire ce qui marche dans l'instant. Je crois qu'on aura deux émissions dans votre émission. Il y a l'analyse de la campagne qui est une chose, l'analyse de ce qui se passe en ce moment qui ne répond pas du tout au même fondement stratégique, mais on en parlera puis dans quelques instants. il y a l'analyse de la campagne vue d'aujourd'hui. Par contre, ce que dit Guy est 100% juste. Il a un lapsus sur 2007-2002, il revient à 2002, mais la bonne référence c'est 2007, c'est-à-dire que François Hollande sait ce qui a fait perdre Ségolène Royal. Et il sait que Ségolène Royal a raté son rendez-vous avec la gauche. Lui a décidé une chose, il ne ratera pas le rendez-vous. Et donc, du coup, il y a ce discours industriel très volontariste qui a deux mérites. Le premier, c'est de rassurer la gauche, on ne refera pas Ségolène Royal dans la campagne de 2012. Et la deuxième, c'est de taper sur Sarkozy, qui était venu, qui a fait des promesses, qui n'ont pas été tenues. Donc voilà. Voilà, sauf que le problème, c'est qu'effectivement, il tape sur Sarkozy, ça marche pas dans la campagne, mais avec un peu de recul, on se dit, pour quelqu'un qui voulait se démarquer de Sarkozy, on a l'impression qu'il suit un peu le même chemin. Elsa Fresnay, entre les promesses volontaristes du début et puis finalement les réalités, est-ce que c'est ça finalement? En fait, c'est le piège de Florange pour François Hollande.
Hollande, c'est que paradoxalement, quand il se rend à Florange, il essaye de ne pas trop promettre. Et il dit sur la camionnette, je ne ferai pas comme un certain président qui est venu à Gandrange, etc. Il veut marquer le contraste. Et c'est quand les journalistes l'interrogent, quand il descend de la camionnette et que les journalistes le poussent, qu'il est obligé d'en dire un peu plus. Voilà, c'est là qu'il dit sur la solution. Voilà, c'est ça. Et par ailleurs, mais qu'il ait dit ça ou pas aux journalistes, de toute manière, l'image en tant que telle, l'image du candidat devenu chef d'État sur la camionnette vaut promesse. Et c'est tout le piège de ce dossier pour François Hollande, c'est qu'il s'y est engagé personnellement et physiquement, et que maintenant, il ne peut que décevoir. Mais du coup, vous pensez que quand il dit ça, il se fait un peu avoir, ou vous pensez qu'il veut être efficace, comme l'ont dit Guy Alves et Philippe Lanchenner, en se disant on promet, on verra bien après? Non, mais il veut quand même être efficace, c'est-à-dire que quand il se rend à Florange, les courbes des sondages entre lui et Nicolas Sarkozy sont en train de se rejoindre. Donc il doit marquer un grand coup, et il faut se souvenir qu'à ce moment-là, Sarkozy commence à faire sa campagne aussi sur la sécurité, qui n'est jamais un terrain favorable à la gauche, et François Hollande veut marquer les esprits sur l'économique et sur le social, et sur le terrain, la Lorraine, où Sarkozy a échoué. D'accord. D'accord, ceci expliquant cela, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu oublié tous ces éléments de contexte, puisqu'après, il y a eu des mois de négociations, on s'en souvient, avec Mittal, la recherche d'un repreneur dont Mittal ne veut pas, qui n'aboutira pas, le tout ponctué de déplacements hautement médiatisés et de retour sur le site de Florange, notamment en septembre dernier, celui du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg. Je vous propose de l'écouter. Attention, concentrez-vous bien, est-il optimiste, pessimiste, à vous de dire sur l'issue de la négociation avec Mittal? Nous sommes maintenant engagés dans un conflit avec ArcelorMittal. Nous y sommes côte à côte et ensemble. Voilà. Nous avons l'argument du projet de loi. C'est un projet de loi qui a été demandé par les organisations syndicales et qui est aujourd'hui sur la table de la discussion avec Mittal, et que Mittal a fait la première concession, qui consiste aujourd'hui à accepter une reprise là où ailleurs, dans d'autres sites, il la refuse. ArcelorMittal a convoqué un comité central d'entreprise pour lundi prochain. Il dira ce qu'il a finalement décidé après ce mois de bras de fer. Il prendra d'ailleurs et en portera seul la lourde responsabilité. Nous ne sommes pas sûrs de réussir, mais nous allons le faire ensemble. À bientôt. Merci. Bon courage. C'est pas gagné, hein. Ministre, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, on ne lâchera pas. Mais tout ce sont en intégralité. Ne lâchez rien, on ne lâchera pas. Je ne peux pas tout vous lire. Il ne peut pas tout dire, mais il emploie des mots très forts, hein, bras de fer, conflit. Puis en même temps, on ne comprend pas très bien, enfin du moins nous, on n'a pas très bien compris s'il était optimiste ou pessimiste à ce moment-là. Qu'en dites-vous, Denis Bertrand, au-delà des huées qu'on entend autour de lui et qui ont l'air de le perturber un petit peu dans son discours? Oui, vous évoquiez tout à l'heure à l'instant l'abîme entre le discours et la réalité, entre le discours et les faits, comme s'il y avait deux univers de sens parallèles qui n'arrivent pas à se rencontrer. C'est là qu'ils se rencontrent, en fait. Là, ils se rencontrent et on voit bien l'ambiguïté qu'on voyait d'ailleurs déjà chez Hollande tout à l'heure avec les « je l'espère », c'est-à-dire l'ambiguïté entre une fermeté, une force d'affirmation, une détermination dans la force d'affirmation et une modulation constante par l'incertitude. Ah d'accord, oui, déjà chez Hollande, il prenait quelques précautions au cas où, mais qu'on n'entendait pas. C'est comme si l'incertitude venait en quelque sorte, comment dirais-je, contaminer la force de persuasion de l'affirmation. Moi je crois que la formule finale qu'il utilise, Arnaud Montebourg ici, nous ne sommes pas sûrs que nous allons réussir, mais nous allons le faire ensemble, est terrible. Elle est terrible d'ambiguïté. C'est cette espèce de construction d'un acteur collectif, les syndicats, les ouvriers, l'État, le gouvernement, dans une sorte de symbiose, mais qui est presque de l'ordre de l'incantation, enfin qui est presque de l'ordre de la... On est dans une dimension, je ne veux peut-être pas tragique, mais enfin peut-être pas loin, où il faut construire face à l'abîme qui s'ouvre devant nous, une sorte d'acteur collectif. Oui, c'est tous ensemble contre Mittal. Tous ensemble contre Mittal, tous ensemble contre l'inéluctable.
Alors, d'accord, donc ça c'est sur l'effet, voilà, le sens que vous donnez à ce discours, mais la question, effectivement, comme l'a dit Denis Bertrand, c'est pas forcément hyper clair, hein, un peu accantatoire. Pourquoi est-il aussi peu clair En fait, c'est confus parce que Arnaud Montebourg détient à ce moment-là des informations qu'il ne peut pas donner. C'est-à-dire que quand il arrive à Florange, le premier rendez-vous entre François Hollande et Lakshmi Mittal vient de se terminer. Le ministre a été débriefé sur le résultat de ce rendez-vous, mais il ne peut pas dire quelle en est la conclusion, puisque c'est à Lakshmi Mittal de l'annoncer le lundi suivant au CCE d'ArcelorMittal. Donc il veut à la fois donner des informations, dire il y a un bras de fer, etc. On a obtenu des choses et en même temps il ne peut pas le dire. D'où la confusion. Sur la forme, il y a quelque chose quand même à noter qui est assez inhabituel pour un ministre. C'est que quand Arnaud Montebourg dit on ne sait pas si on va gagner, mais on va se battre ensemble, il dit quelque chose à peu près comme ça, le ministre devient en une phrase le porte-parole des ouvriers, des syndicalistes. Et c'est un rôle assez inhabituel et qui plaît beaucoup sur place, vraiment, qui a un peu fait grincer des dents au niveau des confédérations, qui disent chacun son rôle. Ah voilà. Oui, d'accord, il devient syndicaliste. Le ministre, pour les confédérations, le ministre c'est l'État, c'est pas le syndicaliste en chef. Oui, voilà. Mais c'est par rapport sur à tout place, ce problème. Ça plaît en revanche. Effectivement, comme il y a un problème de positionnement peut-être justement du ministre, où est le gouvernement, il y a eu des grandes promesses de campagne, finalement c'est peut-être une manière qu'il a de résoudre ce problème-là, non ? Alors je ne sais pas si c'est de le résoudre, mais d'en sortir au mieux par le haut. La difficulté qu'on voit là, c'est vraiment la difficulté du rôle de l'homme politique aujourd'hui sur les questions sociales et économiques. C'est que la vérité, c'est qu'ils n'ont pas la main. Là, on parle d'un front commun contre Mittal. Celui qui a la main depuis le départ, mais on parle là de Mittal, mais sur toutes les questions économiques, c'est toujours l'acteur économique. Et vous parliez des acteurs sociaux, des acteurs syndicaux, des acteurs politiques. Personne ne parle à ce moment-là de la réalité économique du secteur et de la filière. La question sur laquelle il pourrait y avoir des avis divergents d'ailleurs et qui pourraient se discuter. C'est qu'on tourne toujours autour de la question. Et le politique ne s'attaque pas à la question parce qu'il n'a pas la main sur cette question-là. Et qu'il a beau montrer des muscles, et tout ce que fait Montebourg, c'est ce que faisait avant Sarkozy, ce qu'a fait avant Chirac. Ils sont tous dans la même capacité, ils n'ont pas les clés pour dealer, pour négocier avec le secteur économique. Ils ont peur, ce que dirait... Et quand Mittal vient à l'Élysée, Mittal ne vient pas négocier à l'Élysée. Mittal vient juste dire à l'Élysée, ça se passera comme ça. D'accord, donc selon vous, déjà les mots bras de fer, d'où la difficulté de l'homme politique qui est d'assumer son rôle d'élu, d'assumer son rôle de ministre de l'Industrie, et en même temps d'être là sur site devant les syndicats et de ne pas pouvoir leur dire les yeux dans les yeux, c'est fini les mecs. Pourtant ils pensent que c'est pas fini justement. Mais je suis pas sûr. Vous pensez qu'il est pas sûr que ce soit pas fini. On voit bien dans ses paroles, il est pas bien et il sait très bien qu'au fond de lui-même l'issue il la connaît, sauf qu'à l'instant où il peut pas tirer une balle dans la tête. C'est vrai qu'on se pose cette question effectivement parce qu'il dit j'ai des informations, je peux pas tout vous dire et on se demande Philippe Lenchener si à ce moment-là il n'a pas des informations. Alors vous le connaissez peut-être mieux que nous. Qu'est-ce qui se passe à votre avis à ce moment-là? Est-ce qu'il est dans une espèce de com maîtrisé? Il dit j'essaye d'envoyer des messages un peu rassurants, etc. Ou alors il sait juste pas trop quoi faire? Vous l'analysez comment cette image? Bon, moi je vous ai donné une analyse personnelle. Je suis le porte-parole de personne, mais j'essaie de vous donner une clé pour qu'on comprenne tout ça et qu'on comprenne tout ce qui se passe en ce moment. 85% des hommes politiques aujourd'hui sont sur le rêve platonicien de l'homme politique omniscient qui, par son expertise, est capable d'amadouer par l'intellect la complexité. Et donc ça vous donne très concrètement dans la vie d'aujourd'hui des gens qui vous disent la croissance sera 1,2, Greenspan il est bien, il est pas bien, et puis l'euro il sera 1,35. Ça c'est 85% des politiques, et donc vous avez ce jeu constant des gens qui disent voilà ce qui va se passer, et donc les idiots vous réclament le gouvernement des experts. Vous avez d'autres gens politiques, 15% aujourd'hui, qui disent qu'à l'incertitude succède désormais l'inconnu. Et qu'on ne deal plus avec l'incertain, qu'on deal avec l'inconnu. Donc c'est pas la peine. Le rôle d'un homme politique n'est pas d'expliquer qu'il maîtrise une réalité, car il est condamné à prendre un boomerang. Le rôle d'un homme politique est de créer des dynamiques, d'ouvrir des espaces et de créer des rapports et des possibilités d'évolution, car de toute façon, c'est l'inconnu qui nous attend, donc c'est même pas la peine de dire il va se passer ça, donc on prend moins de risques à devenir un catalyseur. Donc là, c'est ce qu'il fait. Du coup, mon analyse personnelle, c'est que, du coup, Arnaud Montebourg, comme Manuel Valls, ont cette analyse, font partie donc, ils sont minoritaires, c'est 15% de la classe politique aujourd'hui, mais
quand on les a tous, les études d'opinion, 2 ministres sur nage aujourd'hui, avec désormais Christiane Taubira, sur la même base. Sur la même base. Ce sont des gens qui créent des espaces et qui créent du possible. Donc, et du coup, comme Lacan l'a dit, seul ce que l'on nomme existe, on lance des concepts. Et on peut lancer le concept de la nationalisation, du coup. Parce que, comme on deal avec l'inconnu, on verra bien. On verra bien les graines que le temps laisse pousser, et quitte à se mettre un peu du côté des syndicalistes, un peu, oui, Elsa Fresnay. Il y a une limite à votre « on verra bien », c'est-à-dire que quand on lance des concepts comme ça devant un auditoire qui se bat depuis 18 mois, on crée une énorme espérance et que c'est sûr, aucun politique ne peut gagner à tous les coups. Il y a toujours des arbitrages. Mais tout à fait. Attendez, la limite, c'est quelle espérance on crée, quelle espérance on déçoit. J'allais dire que le principal facteur de crédibilisation du discours politique, en l'occurrence là, c'est le rôle des syndicats. C'est quand Hollande va sur son perchoir là-haut, ou quand Montebourg est là, celui qui crédibilise à l'instant T, c'est le syndicaliste. Parce qu'il a envie d'y croire. Sont contents, la vérité, on y croit, ça marche. Oui, exactement. Sauf que dans les faits,